Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon numéro 3 en droit européen matériel. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur l'article 207 du TFUE. Dans une leçon numéro 1 et une leçon numéro 2, nous nous sommes concentrés sur la politique commerciale commune et donc sur la protection externe de l'espace économique. Et là, dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur l'article 207 du TFUE puisque c'est lui qui organise le cadre juridique de la politique commerciale commune. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin de suivre mon contenu. Je vais essayer de publier des vidéos le plus régulièrement possible, tout ceci dans une ambiance un peu tranquille, et bien sûr ici, il s'agit d'une safe place. Allongez-vous confortablement, nous allons nous concentrer sur l'article 207 du TFUE, et comme à mon habitude, je vais essayer de vous expliquer cet article de la manière la plus simple possible, en essayant de partir du plus compliqué pour aller vers le plus simple, un peu comme un entonnoir. On va donc utiliser des termes assez techniques et académiques pour aller ensuite vers un vocabulaire beaucoup plus simple. Parfois même je vais aller jusqu'à la simplification à l'extrême, c'est simplement dans un but de compréhension. Aujourd'hui, vous le savez, on va parler d'un pilier central du droit de l'Union européenne que j'ai assez bien développé dans la leçon numéro 1 et numéro 2. Donc si vous avez encore des difficultés avec la notion de politique commerciale commune, je vous renvoie vers la leçon numéro 1 et puis la leçon numéro 2 qui sont suffisamment complètes. Mais je vais quand même ici vous faire un petit résumé de ce qu'on veut dire par politique commerciale commune. Donc quand on parle de politique commerciale commune, en fait, on désigne en réalité l'ensemble des règles et des instruments juridiques que l'Union européenne va mettre en œuvre pour organiser ces échanges économiques avec le reste du monde. Donc juridiquement, il faut se concentrer sur finalement les articles 206 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce sont ces deux articles qui sont très importants et sur lesquels la politique commerciale commune va organiser son système, puisque la PCC, la politique commerciale commune, relève d'une compétence exclusive de l'Union. Ça veut dire que les États membres ne peuvent plus agir seuls dans ce domaine. L'objectif ici, c'est d'assurer une cohérence dans la manière dont l'Europe parle d'une seule voix sur la scène internationale, que ce soit au niveau de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, ou dans la conclusion d'accords de libre-échange. Concrètement, la politique commerciale commune, aujourd'hui, elle couvre les échanges de biens, de services, les investissements directs étrangers et même certains aspects de la propriété intellectuelle. Mais on a vu dans la leçon numéro 1 et numéro 2 qu'il y avait certains secteurs sensibles qui étaient partagés donc entre les États membres et l'Union européenne et donc qui nécessitaient un vote à l'unanimité. Et il y avait également ce qu'on avait dit au sujet de la propriété intellectuelle, puisqu'il y avait donc les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle qui étaient de la compétence exclusive de l'Union européenne et tous les autres aspects qui étaient détenus donc entre les États membres et entre l'Union européenne. Donc, par conséquent, c'est finalement la traduction économique, si on peut dire ça comme ça. C'est la traduction économique de la souveraineté collective de l'UE vis-à-vis du reste du monde. Donc j'espère que jusque-là, vous avez bien compris ce que c'est que la politique commerciale commune, parce que c'est super important de savoir de quoi on parle avant de décrypter vraiment en profondeur cet article 207 du TFUE. Alors, l'article 207 du TFUE, il faut savoir qu'il succède à l'ancien article 133 du traité, celui qui a institué la communauté européenne. Et donc cet article, il va définir le contenu, les objectifs et les modalités institutionnelles de la PCC, avec une certaine précision d'ailleurs. Et vous verrez, donc, dans sa forme, l'article il se déploie en 6 paragraphes, avec chacun une fonction propre. Donc c'est super important de venir disséquer finalement cet article en 6 parties, puisqu'il y a donc 6 paragraphes. Donc pour des besoins de compréhension, ce sera plus facile de séparer chaque paragraphe. Donc le premier paragraphe, lui, il énonce la matière et les principes de fond. Le deuxième paragraphe, lui, il va conférer au Parlement européen et au Conseil le pouvoir d'adopter les règlements, donc encadrant la mise en œuvre de cette politique. Le troisième paragraphe, lui, va renvoyer à la procédure de négociation
et de conclusion des accords internationaux. Ensuite, le 4e paragraphe, lui, va fixer les règles de vote au Conseil. Le 5e paragraphe exclut explicitement le secteur des transports du champ de la PCC. Et enfin, le 6e paragraphe, lui, il rappelle une limite, selon lequel l'exercice des compétences commerciales ne peut pas modifier la répartition des compétences internes, ni entraîner d'harmonisation législative dans les domaines où les traités l'excluent. Mais si jusque-là vous n'avez rien compris, c'est absolument normal, puisqu'on va vraiment venir expliquer de manière plus détaillée chaque paragraphe, ce que chaque mot et terme et expression veulent dire, et surtout qu'est-ce que l'article ne dit pas, et comment lire entre les lignes finalement ce que signifie vraiment cet article, en quoi il est important dans l'apprentissage juridique de la politique commerciale commune. Avant toute chose, pour que l'on puisse parler la même langue, et donc partir du même pied d'égalité, je vais vous présenter une petite liste de vocabulaire du droit de l'Union européenne, avec des définitions assez précises qui vont nous permettre tout le long de cette leçon de se comprendre. Et donc je vais commencer par vous expliquer ce que sont des principes uniformes. Donc les principes uniformes, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ce sont les normes communes qui sont applicables à tous les États membres, assurant une action extérieure, cohérente et homogène de l'Union en matière commerciale. L'Union parle d'une seule voix dans les négociations internationales. Ensuite, les modifications tarifaires. Les modifications tarifaires, ce sont les ajustements des droits de douane à l'importation ou à l'exportation décidés au niveau de l'Union. Donc par exemple, la baisse des droits de douane dans un accord de libre-échange. Ce sont des modifications tarifaires. Les accords tarifaires et commerciaux. Les accords tarifaires et commerciaux, ce sont les accords internationaux qui sont conclus entre l'Union et les pays tiers pour fixer les règles d'échange, les tarifs douaniers ou les conditions d'accès au marché. Par exemple, ce sont les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, ou alors les accords de partenariat économique. Ensuite, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ce sont les règles relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle. On l'a vu dans la leçon 1 et la leçon 2, ce sont les brevets, tout ce qui concerne les marques, les droits d'auteur, etc. Mais là, ce sera vraiment toutes les règles qui sont relatives donc à la protection de ces droits, mais dans le cadre du commerce international. Ces aspects sont intégrés depuis les accords qui se nomment ADPIC, donc TRIPS en anglais, de l'OMC. Ensuite, les investissements étrangers directs, IED. Les IED, ce sont des opérations par lesquelles une entreprise ou un investisseur d'un pays tiers va venir acquérir durablement une influence sur une entreprise située dans l'Union. Et depuis le traité de Lisbonne, les investissements étrangers directs font partie de la PCC. Ensuite, les mesures de libéralisation. Les mesures de libéralisation, ce sont les dispositions qui visent à supprimer progressivement toutes les restrictions aux échanges internationaux, qu'ils soient tarifaires ou non tarifaires d'ailleurs. Là, l'objectif, en fait, c'est la libre circulation accrue des biens et des services entre l'Union européenne et les pays tiers. Ensuite, la politique d'exportation. Qu'est-ce que la politique d'exportation ? Eh bien, c'est l'ensemble des règles encadrant les exportations de produits européens vers les pays tiers. Donc ça inclut les autorisations d'exportation, les embargos, les contrôles des biens à double usage, etc., etc. Les mesures de défense commerciale. Les mesures de défense commerciale, ce sont les instruments juridiques permettant à l'Union de protéger son marché intérieur contre des pratiques commerciales déloyales. Ici, on va venir inclure les mesures anti-dumping, anti-subvention et les mesures de sauvegarde. Puis, le dumping. Qu'est-ce que le dumping ? On l'a bien vu dans la leçon 1 et je l'ai même répété dans la leçon numéro 2.
c'est la pratique qui consiste à vendre un produit à l'exportation à un prix inférieur à sa valeur normale, souvent au coût de production, ou même parfois en dessous. L'Union peut imposer des droits anti-dumping pour rétablir une concurrence loyale. Elle va venir donc ajouter des droits de douane pour que cette concurrence déloyale soit finalement rééquilibrée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une subvention dans le cadre commercial ? Une subvention ici, c'est une aide financière qui est accordée par un État à ses producteurs ou exportateurs qui va venir fausser la concurrence internationale. L'Union, elle peut adopter des mesures anti-subvention. Ensuite, quand on parle de procédure législative ordinaire, PLO, eh bien c'est la procédure de codécision entre le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la Commission. C'est donc la procédure la plus courante pour adopter les règlements en matière commerciale. Ensuite, l'article 218 TFUE. Eh bien, l'article 218, c'est une disposition qui encadre la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux de l'Union. Il fixe le rôle respectif de la Commission, du Conseil et du Parlement. Qu'est-ce qu'un comité spécial ? Un comité spécial, c'est un organe qui est composé de représentants des États membres assistés par la Commission pendant les négociations commerciales. Il assure un contrôle politique permanent sur les négociations. Qu'est-ce que la majorité qualifiée ? Eh bien, la majorité qualifiée, c'est un système de vote au Conseil fondé sur la pondération des voix selon la population des États membres. C'est un principe général pour les décisions en matière de politique commerciale. Depuis 2014, une décision est adoptée lorsque 55% des États membres votent pour. Donc au moins 15 États sur 27. Et représentant, il faut que ça représente au moins 65% de la population de l'Union européenne. Autrement dit, une minorité de blocage doit réunir au moins 4 États représentant plus de 35% de la population de l'Union. Bon, jusque-là, c'est pas grave. Si vous n'avez pas forcément bien compris, on n'est pas là pour faire des mathématiques, mais en tout cas, il faut retenir que la majorité qualifiée, c'est un mode de vote qui est utilisé au sein du Conseil de l'Union européenne pour adopter des décisions sans exiger l'unanimité. En fait, ça signifie finalement que tous les États n'ont pas besoin d'être d'accord, mais qu'il faut atteindre un certain seuil qui est déterminé à la fois en nombre d'États et en population représentée. Et donc, à l'inverse, vous l'avez compris, l'unanimité, c'est une modalité de vote qui exige l'accord de tous les États membres. Et elle est requise d'ailleurs pour certains domaines sensibles dont on a parlé dans la leçon 1 et la leçon 2. C'est donc la culture, la santé, l'éducation, les services sociaux, etc. Ensuite, le commerce des services culturels et audiovisuels. Eh bien, c'est l'ensemble des échanges qui portent sur les œuvres culturelles, le cinéma, la musique, les médias, etc. Ces secteurs sont protégés par le principe de diversité culturelle de l'Union. Et pour terminer, qu'est-ce que l'harmonisation ? Eh bien, l'harmonisation, c'est un processus d'uniformisation des législations nationales. L'article 207, paragraphe 6, précise que la PCC n'entraîne pas d'harmonisation du droit interne des États. Pour simplifier encore plus, l'harmonisation, c'est faire en sorte que les lois des États membres deviennent semblables ou alors au moins compatibles entre elles. Par exemple, quand l'Union adopte une directive pour que tous les États aient les mêmes règles sur la sécurité alimentaire, par exemple, c'est une harmonisation, puisque chacun adapte sa loi nationale pour que tout soit aligné. Mais dans l'article 207, paragraphe 6, on précise justement que la PCC, qui concerne les relations de l'UE avec les pays hors de l'Union, n'a pas pour but de modifier les lois nationales des États membres. Donc, en clair, l'Union peut négocier, conclure des accords, fixer des règles commerciales, etc. au nom de tous, mais elle ne peut pas forcer les pays à changer leurs lois internes sur le commerce ou sur leur politique économique. Donc, pour vous donner un exemple concret, l'Union, elle peut signer un accord de libre-échange avec le Canada, mais elle ne peut pas imposer à la France de modifier sa loi sur la vente de produits français à l'intérieur du pays. Donc,
l'exercice des compétences de la PCC n'entraîne pas d'harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres. Pour vraiment essayer de comprendre cet article qui est vraiment très long, j'aime bien ranger les paragraphes en plusieurs catégories qui finalement vont venir intégrer les paragraphes qui se ressemblent. Et donc c'est comme ça que c'est ma technique en fait pour essayer de comprendre un article. Je vais séparer les paragraphes en différentes catégories pour venir vraiment comprendre l'article en donnant des appellations à chacune de ces parties. Et donc, en décryptant cet article, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 grandes catégories. Premièrement, l'objet et le champ matériel de la politique commerciale commune. Deuxièmement, le cadre institutionnel et législatif interne. Troisièmement, la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux. Et enfin, dernièrement, les limites et les garanties institutionnelles. S'agissant de la première partie sur l'objet et le champ matériel de la PCC, eh bien, j'ai pris ici l'article donc 207, paragraphe 1, puisque ce paragraphe, il définit ce qu'est la PCC et ce qu'elle couvre. Donc, il explique que la PCC est fondée sur des principes uniformes, et puis qu'elle porte sur les tarifs douaniers, accords commerciaux, échanges de biens et de services, aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, investissements directs étrangers, mesures de libéralisation, politique d'exportation et mesures de défense commerciale, donc anti-dumping et anti-subvention. Et enfin, ce paragraphe rattache la PCC aux principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. S'agissant du cadre institutionnel et législatif interne, ici, j'y ai mis le paragraphe numéro 2, puisque ce paragraphe, il va préciser qui adopte les règles, qui encadre la politique commerciale. Donc ici, ce sont précisément le Parlement européen et le Conseil qui adoptent les règlements, selon la procédure législative ordinaire. Donc c'est un système de codécision. Troisièmement, la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux. Ici, j'ai rangé les paragraphes 3, 4 et 5. Puisque ces 3 paragraphes, on peut remarquer qu'ils forment un ensemble procédural très cohérent finalement. Le paragraphe 3, il décrit le rôle de la Commission et du Conseil dans les négociations internationales. Donc les recommandations, autorisations, comité spécial, les rapports au Parlement, etc. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Et puis ensuite, le paragraphe 4, lui, il précise les règles de vote au Conseil. Il explique que la majorité qualifiée, c'est donc le principe général, mais qu'il existe aussi une modalité de vote à l'unanimité. Donc ça, ce sont des exceptions pour les domaines sensibles. Culture, audiovisuel, éducation, santé et services sociaux. Et enfin, le paragraphe 5, qui lui exclut le secteur des transports du champ de la PCC. Donc ici, on a un régime spécial. Pour terminer, vous l'avez compris, le paragraphe 6, je l'ai rangé dans les limites et les garanties institutionnelles. En effet, ce paragraphe fixe les bornes juridiques, donc un peu comme vous imaginez les barrières juridiques à l'exercice de la PCC, en précisant qu'elle ne modifie pas la répartition des compétences entre l'Union et les États, donc les compétences telles qu'elles sont réparties ne bougent pas, et puis qu'elle n'entraîne pas d'harmonisation des législations nationales, sauf si les traités le prévoient. Donc, vous le savez, j'aime bien faire des résumés vraiment très concis, donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, catégorie, paragraphe, contenu. C'est dans cet ordre-là que je vais vous expliciter ce petit résumé. Donc, objet et champ matériel, paragraphe 1, ce que couvre la PCC. Cadre institutionnel interne, paragraphe 2, qui adopte les règles et comment. Procédure internationale, paragraphe 3 à 5, négociation, vote, exception, etc. Et enfin, limites et garanties, paragraphe 6, répartition des compétences et absence d'harmonisation.
Avant de continuer, j'aimerais vous parler de la procédure législative de l'Union européenne, puisque c'est important de commencer par la base, et pour cela, il y a une vidéo de vie publique qui est très bien faite, et donc je vais vous la présenter. Vie publique vous explique la procédure législative de l'Union européenne. Pour adopter la législation européenne, la règle la plus fréquemment utilisée est la procédure législative ordinaire. Transport, énergie, environnement ou encore consommation, cette procédure concerne 80% des actes pris par l'Union européenne. La procédure associe les trois grandes institutions de l'Union européenne. La Commission européenne, qui représente l'intérêt général de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne qui agit par le biais des ministres au nom des gouvernements des États membres, le Parlement européen qui, par l'intermédiaire de ses députés, représente les citoyens de l'Union européenne. Le droit d'initiative législative appartient à la Commission européenne. Elle seule peut proposer des actes législatifs, règlements, directives ou encore décisions. Les textes doivent ensuite être adoptés sur un pied d'égalité par les co-législateurs, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. En première lecture, c'est d'abord le Parlement qui se prononce. Le Conseil peut décider d'accepter la position du Parlement et l'acte législatif est adopté. Il peut aussi adopter une position différente en première lecture, position qu'il transmet au Parlement en vue de sa deuxième lecture. En deuxième lecture, chaque co-législateur dispose d'un délai de 3 mois, qui peut être prolongé d'1 mois pour adopter sa position. La procédure de conciliation s'enclenche si le Conseil n'approuve pas tous les amendements adoptés par le Parlement en deuxième lecture. La conciliation consiste en des négociations entre les deux co-législateurs en vue de parvenir à un accord sous la forme d'un projet commun. Ce projet commun doit ensuite être confirmé par le Parlement et le Conseil. Tout au long de la procédure, des réunions informelles entre les trois institutions peuvent être organisées pour parvenir à un compromis. Ce sont les trilogues. S'il est voté, le texte s'applique alors dans les États membres, directement pour un règlement ou après sa transposition en droit interne pour une directive. Et donc là, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais c'est quoi le rapport avec l'article 207 TFUE? Eh bien, c'est précisément le paragraphe 2 de cet article, puisque l'article 207 paragraphe 2 du TFUE dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlement conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre l'APCC. Autrement dit, ce paragraphe indique quelle procédure législative s'applique pour adopter les lois européennes en matière de politique commerciale commune. Rappelez-vous, nous avions rangé le paragraphe 2 dans la catégorie cadre institutionnel et législatif interne, puisque ce paragraphe précise qui adopte les règles encadrant la politique commerciale et selon quelle procédure. Procédure que nous avons découverte, ou plutôt que nous avons développée dans la vidéo de vie publique. En effet, la vidéo que je vous ai montrée décrit justement comment fonctionne la procédure législative ordinaire. Donc pour rappeler comment fonctionne cette procédure, eh bien, la Commission européenne propose la loi, ensuite le Parlement européen qui est élu par les citoyens notamment, et le Conseil de l'Union européenne, donc qui représente les gouvernements, ils vont venir discuter la loi et l'adopter ensemble. Et si nécessaire, ils passent par plusieurs lectures ou une conciliation, le fameux trilogue. C'est exactement cette procédure que l'article 207 paragraphe 2 applique à la politique commerciale commune. Donc pourquoi c'est important et pourquoi je vous en parle ici? Parce que avant le traité de Lisbonne de 2009, le Parlement européen n'avait qu'un rôle consultatif dans la politique commerciale. Depuis Lisbonne, ce paragraphe 2, il a élevé la politique commerciale au rang, il a levé le Parlement européen au rang de co-législateur à égalité avec le Conseil. Donc dans le domaine de la politique commerciale commune, la Commission propose les règlements, le Parlement et le Conseil les adoptent ensemble selon la procédure législative ordinaire, et cela renforce la démocratie et la transparence dans un domaine autrefois réservé aux États. Ainsi, la politique commerciale commune s'affirme comme un symbole de l'intégration européenne
en ce qu'elle exprime la cohérence du marché intérieur projeté à l'extérieur. Néanmoins, cette compétence, bien que présentée comme exclusive, n'est pas sans limite substantielle. L'article 207 maintient un équilibre délicat entre efficacité externe et respect des prérogatives nationales, notamment dans les domaines sensibles. Dès lors, il y a une question essentielle à laquelle nous allons essayer de répondre. Dans quelle mesure l'article 207 du TFUE consacre-t-il une compétence exclusive et uniformisée de l'Union en matière commerciale tout en préservant certaines limites substantielles? Pour y répondre, on va donc étudier d'une part l'affirmation d'une compétence commerciale commune exclusive fondée sur l'uniformité des principes et d'autre part les conditions et limites juridiques encadrant l'exercice de cette compétence. Tout d'abord, s'agissant de l'affirmation d'une compétence commerciale exclusive fondée sur des principes uniformes. On va donc commencer par une compétence exclusive garantissant l'unité de l'action extérieure pour enfin expliquer que ce sont des principes uniformes au service d'une politique cohérente et globale. Donc s'agissant de cette compétence exclusive qui va venir garantir l'unité de l'action extérieure, il faut préciser donc, que l'article 207 paragraphe 1 énonce, comme on l'a dit tout à l'heure et on l'a même défini, que la PCC repose sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les échanges de marchandises et de services, ainsi que la propriété intellectuelle commerciale, les investissements directs étrangers ou encore les mesures de défense commerciale. Cette énumération vient marquer la volonté d'unifier le champ de la politique commerciale en confiant à l'Union une compétence globale couvrant tous les aspects du commerce international. En vertu de l'article 3, paragraphe 1 du TFUE, donc le petit e, cette politique relève d'une compétence exclusive de l'Union. Dès lors, les États membres ne peuvent agir individuellement dans ces domaines sans autorisation expresse. La Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises cette exclusivité, notamment dans son avis 2.15 relative à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Singapour, où elle a rappelé que la compétence de l'Union s'étend à l'ensemble des matières relevant du commerce international, sauf certaines exceptions précises. En fait, cette centralisation, elle permet à l'Union de parler d'une seule voix au sein des instances internationales, comme l'OMC. Et donc la cohérence interne du marché européen trouve ainsi son prolongement naturel dans une unité externe, puisque l'Union, et on l'a vu à de nombreuses reprises, agit comme un seul acteur commercial, garantissant la crédibilité de ses engagements. Donc maintenant, on va parler du fait que ce sont des principes uniformes au service d'une politique cohérente et globale, puisque ce même paragraphe, donc le paragraphe numéro 1, précise que la PCC est conduite dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Donc ce renvoi à l'article 21 du traité de l'Union européenne signifie que la politique commerciale ne poursuit pas seulement un objectif économique, mais qu'elle doit respecter les valeurs fondamentales de l'Union. Donc les droits humains, la démocratie, l'état de droit, le développement durable. L'article 21 du TUE, c'est celui qui énonce les principes fondamentaux qui sous-tendent l'action de l'Union sur la scène internationale. Et cet article, il affirme que cette action repose sur les principes ayant présidé à la création, au développement et à l'élargissement de l'Union. Donc c'est exactement les principes que je viens de vous énoncer, à savoir la démocratie, l'état de droit, mais aussi l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité, ainsi que le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Ainsi, les accords commerciaux conclus par l'Union intègrent de plus en plus des clauses sociales et environnementales, traduisant d'ailleurs l'idée que le commerce n'est pas une fin en soi, mais un outil d'influence normative. L'article 207, il contribue à la cohérence globale de l'action extérieure de l'Union en alignant la politique commerciale sur les autres politiques extérieures, notamment dans ce qui concerne la coopération, la politique de voisinage, l'aide au développement, etc., etc.
Donc si le paragraphe 1 définit l'étendue et les fondements de la compétence exclusive, il faut ajouter que les paragraphes suivants, eux, vont venir préciser les modalités institutionnelles et les garde-fous qui sont destinés à en encadrer l'exercice, puisqu'il s'agit désormais donc d'examiner comment cette compétence, bien que large, reste juridiquement limitée. Donc on passe maintenant à la partie sur un exercice encadré par des conditions institutionnelles et des limites matérielles. Ici, on va venir séparer en deux sous-parties, donc un encadrement institutionnel qui assure l'équilibre et la légitimité démocratique, et enfin des limites matérielles qui garantissent le respect des compétences nationales. En ce qui concerne l'encadrement institutionnel assurant l'équilibre et la légitimité démocratique, eh bien, l'article 207, paragraphes 2 à 4, précise le rôle respectif des institutions dans la mise en œuvre de la politique commerciale commune. Le paragraphe 2, il confie au Parlement européen et au Conseil, statuant par la procédure législative ordinaire, celle qu'on a vue dans la vidéo, donc on a écouté dans la vidéo de vie publique, mais aussi l'adoption donc de mesures définissant le cadre d'application de la PCC. Donc c'est ça qui est confié au Parlement européen et au Conseil. C'est l'adoption des mesures définissant le cadre d'application de la PCC. Cette disposition, donc le paragraphe 2, marque une évolution démocratique, puisque auparavant, on l'a déjà précisé, le Parlement n'était qu'un simple organe consultatif. Et ici, il devient alors co-législateur à part entière. Donc c'est pour ça qu'on parle de contrôle démocratique renforcé sur une politique qui était autrefois dominée par le Conseil. Donc dans la continuité, on a donc le paragraphe 3 qui lui confie à la Commission européenne la conduite des négociations internationales, après autorisation du Conseil, et ceci dans le cadre des directives que celui-ci lui adresse. Donc cette procédure, elle assure une double garantie. Premièrement, l'efficacité par la centralisation des négociations entre les mains de la Commission. Et enfin, le contrôle politique par la supervision du Conseil et du comité spécial qui l'assiste. Le Parlement européen, bien qu'exclu des négociations, est tenu informé de leur déroulement et doit donner son approbation lors de la conclusion de la plupart des accords commerciaux. Et ça, c'est l'article 218 TFUE qui le précise. Enfin, le paragraphe 4, lui, il va fixer la règle de la majorité qualifiée pour la négociation et la conclusion des accords, tout en prévoyant des exceptions à l'unanimité pour certaines matières sensibles. L'unanimité demeure ainsi requise lorsque l'accord envisagé porte sur des domaines exigeant déjà l'unanimité pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'il touche à la diversité culturelle, concernant les services audiovisuels, et à la responsabilité nationale en matière de services sociaux, éducatifs et de santé. Cette distinction exprime la recherche d'un équilibre institutionnel. On le voit, c'est pour protéger aussi les compétences des États membres en matière de domaines sensibles. C'est ici qu'on va demander l'unanimité. L'Union dispose d'une compétence exclusive, mais exercée sous contrôle politique renforcé et respectueuse des choix fondamentaux des États membres. Enfin, et nous allons terminer sur cette sous-partie, des limites matérielles garantissant le respect des compétences nationales. En effet, les paragraphes 5 et 6 fixent enfin les limites substantielles à l'exercice de la compétence commerciale commune. Le paragraphe 5 exclut explicitement du champ de la PCC les accords internationaux dans le domaine des transports, qui sont renvoyés d'ailleurs aux dispositions spécifiques du titre 6 du TFUE. Donc pourquoi cette exclusion ? Eh bien pour éviter les conflits de base juridique et donc préserver la cohérence du droit primaire. Pour terminer, donc le paragraphe 6, lui, joue un rôle très important puisque c'est le rôle d'une clause de sauvegarde constitutionnelle. Il interdit que la mise en œuvre de la politique commerciale affecte la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, ou conduise à une harmonisation interne des législations dans les domaines où les traités l'excluent. Autrement dit, la politique commerciale commune
bien qu'exclusive, ne saurait devenir un instrument d'uniformisation généralisée. Elle ne peut pas servir à imposer indirectement une harmonisation nationale dans des secteurs, notamment des secteurs qui sont sensibles, comme la culture, la santé ou l'éducation. Et donc ce paragraphe, il traduit la fidélité au principe de subsidiarité. Subsidiarité. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que le principe de subsidiarité, c'est très important, puisque ça signifie que l'Union ne doit agir que dans les limites de ses compétences explicites. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le paragraphe 6, il traduit la fidélité au principe de subsidiarité, puisque, pour vous expliquer un peu plus simplement, le principe de subsidiarité, c'est un principe fondamental du droit de l'Union européenne. Il organise la répartition des pouvoirs entre l'Union et les États membres, en garantissant que l'Union n'intervienne que lorsque son action est plus efficace que celle des États pris individuellement. Et pour préciser vraiment, aller jusqu'au bout, eh bien, ce principe de subsidiarité, il est posé à l'article 5, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée au niveau de l'Union. Et donc le principe de subsidiarité, vous l'avez compris, ne concerne que les compétences non exclusives. Donc tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Union européenne. Et pour la politique commerciale commune, eh bien, ici, le principe de subsidiarité ne vient pas limiter l'action de l'Union européenne, puisque pour la politique commerciale commune, il s'agit d'une compétence exclusive de l'Union européenne, donc sauf dans les domaines sensibles où il y a un partage entre l'Union européenne et les États membres. Mais toutefois, on a donc ce paragraphe 6 qui exprime l'esprit de ce principe de subsidiarité en précisant que l'exercice des compétences attribuées par le présent article n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres. Donc ici, on entend par là une forme de subsidiarité implicite, parce que même si l'Union agit seule à l'extérieur, elle ne doit pas empiéter sur les domaines internes qui restent du ressort des États. Donc le principe de subsidiarité ici, il joue comme un rôle finalement de frontière interne à la compétence exclusive, puisqu'il empêche l'Union de se servir de la politique commerciale comme d'un prétexte pour uniformiser les législations nationales. Je vais maintenant procéder à la conclusion. Donc pour en venir à la conclusion, cet article 207 du TFUE illustre pleinement la maturité institutionnelle de l'Union européenne dans la conduite de sa politique commerciale commune, puisque en confiant à la Commission un rôle moteur dans la définition et la négociation des accords internationaux, tout en encadrant cette action par un contrôle étroit du Conseil et du Parlement, eh bien le traité parvient à concilier efficacité externe et légitimité démocratique. Le fonctionnement du comité de politique commerciale, organe de coordination technique des États membres, traduit d'ailleurs cette recherche constante entre l'équilibre et puis finalement un équilibre entre centralisation et participation nationale. Cependant, la portée pratique de cette compétence exclusive se mesure aujourd'hui à l'épreuve des tensions géopolitiques et du retour du protectionnisme. Si l'article 207 garantit l'unité de la voix européenne dans les négociations, il interroge désormais la capacité de l'Union à défendre, au-delà de l'ouverture des marchés, un modèle de commerce fondé sur la durabilité, la sécurité économique et la souveraineté stratégique. Nous en avons fini avec la leçon numéro 3 et nous avons terminé avec la politique commerciale commune. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner puisque je vais sortir dans les prochaines vidéos certainement d'autres principes et d'autres cours sur le droit européen matériel, mais aussi certainement dans d'autres matières. Je pense que je vais sortir des vidéos en droit spécial des sociétés, peut-être que je vais sortir des vidéos dans d'autres matières, comme par exemple le droit du travail. Vraiment, je vais essayer de sortir le plus de vidéos possible sur des sujets différents et j'espère que ça va vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous a plu, que tout va bien de votre côté. Surtout, pensez à bien vous reposer entre les révisions
C'est important entre les examens aussi de bien se reposer.